Bonjour, je suis l'avatar de Natacha Boivin, associée chez DS Avocats Canada. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous conscientiser sur l'importance, pour votre entreprise, de se conformer à la loi 25, qui vise la protection des renseignements personnels, et pour vous convaincre de profiter de l'occasion de joindre une cohorte d'accompagnement afin que vous puissiez le faire en groupe, avec des entreprises comme la vôtre, à moindre coût. Plusieurs pensent que la loi 25, ça se résume à la politique de confidentialité sur notre site Web. Honnêtement, la politique de confidentialité, c'est la pointe de l'iceberg des choses à faire pour se conformer, et je vais vous expliquer pourquoi. Suivez-moi. La première question que vous devez vous poser est la suivante. La loi 25 s'applique-t-elle à mon entreprise? Vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran, mais moi, je vais vous le présenter autrement. Si vous êtes un travailleur autonome, qui n'a donc aucun employé, et votre clientèle est composée seulement d'entreprises et, dans le cadre de vos mandats ou de vos contrats, vous ne traitez aucun renseignement personnel de personnes physiques, alors la loi ne s'applique pas à vous. Pour le reste, vous êtes visé par la loi. Je vais vous expliquer plus loin ce qu'il en est, mais je devine que la plupart d'entre vous êtes encore à l'écoute. Maintenant, vous vous dites « OK, mais c'est quoi un renseignement personnel? » Dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui a été modifiée par la loi 25, on parle de tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement de l'identifier. On exclut notamment toutes les coordonnées qu'on peut retrouver sur une carte d'affaires, par exemple, et sur des registres publics, comme le registre foncier. Vous avez à l'écran plusieurs exemples de renseignements personnels de vos employés ou de vos clients, plus ou moins sensibles. Si l'on prend un renseignement personnel comme le nom, comme Jean Tremblay par exemple, ça ne permet pas toujours d'identifier directement une personne, mais indirectement, oui. Avec des recherches ou avec d'autres renseignements juxtaposés dans un document, comme l'adresse ou la date de naissance, on peut finir par identifier la personne. Dès qu'on peut identifier indirectement une personne avec un renseignement, c'est un renseignement personnel assujetti à la loi et sa sensibilité accroît le niveau de protection qui doit lui être accordé. Vous me suivez? On entend toujours parler de la loi 25, mais en fait, aujourd'hui en 2025, on ne devrait plus utiliser ce terme-là. Il n'est plus tout à fait d'actualité. Alors quel terme devrait-on utiliser, selon vous, pour désigner la législation qui s'applique à vous? La loi 25 est une loi modificatrice. Elle a modifié deux principales lois. La loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui concerne les entreprises privées. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui concernent les organismes publics. Elle est entrée en vigueur en 3 phases, de septembre 2022 à septembre 2024. Alors aujourd'hui, les obligations qui s'appliquent aux entreprises sont essentiellement celles de la LPR-PSP. Mais on peut bien continuer à l'appeler la loi 25. Les dispositions de la loi 25 s'appliquent à toutes les entités privées, y compris les OSBL et les syndicats, qui exploitent une entreprise au Québec. La LPR-PSP s'applique à toute collecte et utilisation de renseignements personnels effectués au Québec, touchant à des résidents québécois, peu importe la juridiction régissant l'organisation qui recueille ces renseignements et leur lieu de conservation. La loi 25 ne requiert pas un minimum d'employés ou de clients, de chiffre d'affaires ou d'activités de traitement de renseignements personnels pour assujettir une entreprise à son champ d'application. D'autres lois peuvent aussi s'appliquer à votre organisation, notamment la loi fédérale, la LPRPDE ou PIPEDA en anglais et le RGPD européen, particulièrement en cas d'incident de confidentialité. Notez que le RGPD, entré en vigueur en 2018, a largement inspiré la rédaction de la loi 25. Les deux législations se ressemblent beaucoup. Je vais revenir bientôt sur la notion d'incident de confidentialité parce qu'elle est ultra importante et parce que c'est justement ce qui risque d'exposer votre organisation à la loupe de la Commission d'accès à l'information et possiblement à des sanctions. Avant de parler d'incident de confidentialité, je voudrais quand même vous résumer les grands principes de protection des renseignements personnels qui découlent de la loi 25. Il y a d'abord le principe de nécessité. On ne peut pas recueillir, utiliser, conserver ou communiquer un renseignement personnel si ce n'est pas nécessaire, même si on a obtenu le consentement de la personne. Le critère de nécessité est primordial et il va falloir que vous regardiez vos processus pour valider s'il est respecté. Ensuite, vous devez faire preuve de transparence et informer les personnes de ce que vous faites avec leurs renseignements personnels. Cela permet d'obtenir un consentement éclairé. La notion de consentement est aussi importante et vous devrez vous assurer de l'avoir obtenu, que ce soit de façon expresse ou de façon implicite, et d'être capable de le démontrer au besoin.
La loi vous impose aussi de sécuriser les renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie dans l'organisation. Vous avez sans doute choisi des mesures de sécurité déjà. Sont-elles adéquates? Et surtout, avez-vous mis cela par écrit dans des politiques, des directives? En parlant de sécurité, vous devez vous assurer que l'utilisation des renseignements est effectuée en conformité avec le principe de nécessité et avec le consentement obtenu et de façon sécuritaire, donc en gérant bien les accès. Qui a le droit d'avoir accès aux renseignements? À qui puis-je les communiquer? Combien de temps dois-je les conserver? Quand dois-je les détruire? Le but est de limiter les risques. Vous devez aussi vous assurer de l'exactitude des renseignements et d'avoir un processus de gestion des demandes d'accès, de rectification ou de retrait du consentement. Bref, vous devez commencer à vous dire que ça fait beaucoup de choses à penser et vous avez bien raison. La loi 25 a effectivement tout prévu. Elle vous impose, depuis septembre 2023, la mise en place d'un programme de gouvernance de l'information. Ce programme comprend 1. Une définition des rôles et responsabilités des membres du personnel, incluant celui de la personne responsable de la protection des renseignements personnels, le RPRP. 2. Des politiques, des procédures et des directives. 3. Des registres qui permettront de prouver le respect des politiques et la capacité à protéger adéquatement les données. 4. Un plan de classification et un calendrier de conservation des données. 5. Un processus de traitement des droits des personnes concernées. Et 6. Lorsque les politiques, directives et procédures sont en place, les organisations doivent communiquer leurs programmes de gouvernance et leurs politiques sur la vie privée et la protection des renseignements personnels, notamment sur leur site Web et à leurs employés. On arrive aux incidents de confidentialité. Je viens de vous mentionner que le programme de gouvernance obligatoire était en vigueur depuis septembre 2023, mais sachez que les obligations de la loi 25, en lien avec les incidents de confidentialité, sont en vigueur depuis encore plus longtemps, soit depuis septembre 2022. Qu'est-ce qu'un incident de confidentialité? Si vous constatez un accès, une utilisation ou une communication non autorisée par la loi, ou encore une perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte à sa protection, vous êtes en présence d'un incident de confidentialité et vous avez des obligations légales à rencontrer. Que ce soit une simple erreur humaine, comme d'envoyer un courriel à la mauvaise personne ou de perdre un document qu'on a laissé traîner, ou qu'on soit victime d'une cyberattaque, on a des obligations, et si on ne les rencontre pas, on peut faire face à des sanctions. Je me permets donc de vous donner une petite liste de conformité pour tout ce qui touche aux incidents de confidentialité et qui doit être mis en place depuis septembre 2022. S'assurer d'avoir rédigé et implanté une politique pour réagir à un incident de confidentialité et réduire le risque de préjudice. Veiller à ce que le personnel soit formé et sache quoi faire en cas d'incident. Évaluer la situation et appliquer la politique. Aviser la commission d'accès à l'information et la personne concernée si l'incident présente un risque de préjudice sérieux. Mettre en place un registre pour enregistrer tout incident. La politique de réponse aux incidents de confidentialité fait partie d'un ensemble de politiques internes et externes à implanter qui forment le cadre de gouvernance exigé par la loi. Ces politiques touchent toutes les activités de traitement des renseignements personnels. La collecte, comment, auprès de qui, pour qui. L'utilisation, par qui, pourquoi, dans quel but. La conservation, par quels moyens ou technologies, quelle durée. La communication, à l'interne et à l'externe. Et la destruction, méthode, délai. Voici un aperçu de différents documents qui forment le cadre de gouvernance. À gauche, vous avez des documents internes destinés à vos équipes. À droite, des documents externes destinés à des tiers, comme vos clients, les utilisateurs de votre site Web, etc. Prenez le temps de regarder ces documents. Vous pouvez faire une pause. Les avez-vous implantés? Si la commission d'accès à l'information reçoit une plainte d'un de vos employés ou d'un de vos clients, ou si vous êtes victime d'une cyberattaque, allez-vous être en mesure de démontrer votre diligence, votre conformité? La communication des renseignements personnels comporte aussi des obligations. Qu'est-ce qu'un transfert ou une communication au sens de la loi 25? Les deux veulent dire la même chose. Dès qu'on communique, transmet, diffuse, qu'on sort des renseignements ou qu'on les mette à la disposition d'un tiers, à l'extérieur de l'organisation, il y a des règles à suivre. Voici quelques exemples de transferts ou de communication de renseignements à l'extérieur de l'organisation. Si un de vos serveurs de fichiers est situé à l'extérieur de l'entreprise, c'est un transfert. Si vous utilisez Google Analytics, les données sont accessibles aux États-Unis, c'est un transfert.
Si vous permettez à un tiers de gérer votre site web ou vos médias sociaux, c'est une communication. Si vous utilisez un logiciel en ligne pour traiter des renseignements personnels, c'est un transfert aussi. Je vous disais qu'il existait des obligations légales en cas de communication de renseignements personnels. C'est ici qu'on introduit la notion d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est une analyse de risque que vous devez apprendre à effectuer et qui est obligatoire dans quelques situations, dont 2 principales à l'écran, et ce depuis septembre 2023. Premier cas, vous devez faire une EFVP avant tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques de services impliquant des renseignements personnels. Deuxième cas, vous devez faire une EFVP avant de communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec. Probablement qu'au moins l'une des 2 situations s'est présentée depuis septembre 2023 et que vous n'avez pas de rapport de FVP dans vos dossiers. Si un incident de confidentialité se produit, comment pourrez-vous démontrer votre conformité? Il est encore temps de vous en occuper afin d'éviter d'éventuelles sanctions. La Commission d'accès à l'information, la CAI, a des pouvoirs d'inspection, d'enquête et de sanctions qui ont été accrus avec l'entrée en vigueur de la Loi 25. Elle peut procéder de sa propre initiative, mais généralement, elle arrivera chez vous avec sa loupe si elle reçoit une plainte, qui peut être anonyme et d'une personne qui n'a aucun intérêt, ou encore si vous faites face à un incident de confidentialité qui vous oblige à l'aviser. C'est pourquoi il est préférable de s'y préparer en amont. La CAI a plusieurs pouvoirs, qu'on peut résumer ainsi. Elle peut effectuer des inspections et des enquêtes. Elle peut recommander ou ordonner des mesures correctives, propres à assurer la protection des renseignements personnels. Elle a des pouvoirs de nature injonctive, c'est-à-dire qu'elle peut ordonner à une partie de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose, et ses décisions ont le même effet qu'un jugement rendu par la Cour supérieure. Elle peut aussi obliger une entreprise à produire des preuves écrites de sa conformité à la loi, comme des politiques, des registres, des rapports de FVP, etc. Et enfin, elle peut sanctionner. Le premier type de sanction est la sanction administrative pécuniaire, qui peut être imposée à l'entreprise ou à une personne physique. Elle sera toujours précédée d'un préavis de non-conformité et on pourra demander sa révision dans un délai de 30 jours. Le second type de sanction, plus grave, est l'infraction pénale. Les montants peuvent doubler en cas de récidive. Vous avez à l'écran un tableau qui résume les principales infractions et les sanctions. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo pour le regarder plus attentivement. Ces sanctions sont en vigueur depuis septembre 2023 et vous constaterez qu'elles peuvent atteindre de 2 à 4 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Il peut aussi y avoir des condamnations à des dommages punitifs en cas de poursuite civile. Mon objectif aujourd'hui était de vous faire prendre conscience de l'importance de vous conformer à la Loi 25. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous pouvons vous aider à y parvenir. Vous pouvez communiquer avec nous pour un accompagnement individuel, mais vous avez aussi l'opportunité de joindre une cohorte d'accompagnement qui vous permettra de former votre équipe sur la Loi 25 en groupe avec d'autres entreprises du même type et de recevoir toute la documentation adaptée à votre entreprise pour démontrer votre conformité et gérer la protection des renseignements personnels à long terme de façon autonome. Notre accompagnement le plus complet se décline en cette étape et dure 6 mois. Vous recevrez, à chaque mois, tous les documents propres à chacune des étapes, 2 heures de formation et 1 heure de rencontre de questions-réponses en groupe, et finalement, à la fin du programme, 12 capsules vidéo destinées à la formation des employés avec quiz et solutionnaire que vous conserverez. Notre accompagnement en formule de base comprend 2 étapes et dure 2 mois. Vous recevrez les documents de base propres à chacune des 2 étapes et 2 heures de formation et 1 heure de rencontre de questions-réponses en groupe par étape. Tous nos accompagnements de groupe comprennent des formations et périodes de questions interactives en visioconférence, enregistrées et disponibles pendant 6 mois. Tous les documents sont adaptés à votre type d'entreprise et vous sont fournis en versions éditables, Word ou Excel, avant les rencontres de formation. Les séances de questions-réponses, en groupe, permettent d'approfondir la matière et de partager l'expérience et des trucs et astuces pratiques touchant à la gestion des données. Les capsules vidéo pour la formation des employés, qui est obligatoire selon la loi, sont en option pour l'accompagnement de base et sont incluses dans l'accompagnement complet. Elles durent en moyenne 5 minutes chacune et sont assorties de quiz pour tester les connaissances. Je vous invite à consulter notre calendrier en ligne pour en savoir plus et vous inscrire à l'une de nos cohortes d'accompagnement. Vous pouvez aussi écrire à notre chargé de projet ou rejoindre mon profil en scannant le code QR à l'écran. Merci d'avoir pris du temps pour visionner cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive et sachez que j'ai bien hâte de vous rencontrer.